Boker Tov, nous sommes le 30 janvier 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Daniel, bonjour et Boker Tov. Nous allons commencer cette revue de presse par un titre intéressant qui fait la manchette du Israël Hayom ce matin. Effectivement, Laurent, selon le chef du Shin Bet israélien, 40% des Bédouins arrêtés au cours des derniers mois pour activités subversives dans le Negev sont des descendants de ce qu'il est convenu d'appeler la réunification des familles, à savoir que leurs parents sont des Palestiniens mariés avec des Bédouins israéliens du Negev, et cette révélation n'est pas anodine. Elle est destinée à prouver à la ministre de l'Intérieur, Ayelet Shaked, que la loi de citoyenneté qui est destinée justement à empêcher cette réunification des familles est aujourd'hui plus que jamais indispensable et qu'il faut absolument la faire valider au plus vite par la Knesset. Seul problème de taille, les partis Meretz et Raham, à l'extrême gauche de la coalition gouvernementale, ne partagent pas du tout cette estimation du chef du Shin Bet et ils n'ont pas l'intention de soutenir ce projet de loi porté par Ayelet Shaked. Ariel Kahana nous explique dans le Israël Hayom également que la ministre Meretz, Tamar Zandberg, a déposé un recours contre le vote de cette loi au sein du gouvernement et par conséquent, avant d'être validée en 3 lectures devant le Parlement, cette loi de citoyenneté doit encore être votée par le gouvernement. Tous les quotidiens et les sites d'information reprennent ce matin une information importante révélée hier par le New York Times, Daniel. Oui, selon le grand quotidien new-yorkais, Binyamin Netanyahou aurait autorisé l'Arabie Saoudite à utiliser les services du logiciel Pegasus, et ce après que le prince héritier saoudien Mohammed ibn Salman ait personnellement demandé à l'ancien Premier ministre d'accéder à une telle requête. Il s'avère en effet que l'autorisation dont disposait l'Arabie Saoudite pour utiliser Pegasus n'était plus en vigueur depuis 2019. En effet, la commission éthique de NSO, la compagnie donc qui a produit le logiciel Pegasus, avait décidé de ne pas prolonger le permis du logiciel aux Saoudiens en raison de l'élimination du journaliste Khashoggi. Par conséquent, Mohammed ibn Salman avait demandé à Binyamin Netanyahou de renouveler cette autorisation. Netanyahou aurait accepté parce qu'apparemment cela s'inscrivait dans les pourparlers autour de la signature des accords d'Abraham. Le Yediot Ahronoth consacre une partie de sa une à cette révélation. Ronen Berman, qui est le spécialiste des services secrets du Yediot Ahronoth et du New York Times, parle ce matin de Pegasus en termes de cheval de Troie. Bergman déplore que l'ancien Premier ministre ait pu autoriser un régime qui viole aussi ouvertement les droits de l'homme à faire usage de Pegasus. Le Israël Hayom n'en parle qu'en page intérieure et publie cependant un démenti formel de la part de Binyamin Netanyahou et de son entourage. Les bureaux de l'ancien Premier ministre expliquent que toutes les décisions à propos de Pegasus sont validées par le ministère de la Défense. Ce matin, vous nous suggérez, Daniel, de consulter un éditorial qui traite de la crise entre l'Ukraine et la Russie. Oui, il s'agit de l'éditorial de l'ancien conseiller à la sécurité nationale Meir Ben Shabbat, qui était conseiller à l'époque de Binyamin Netanyahou et qui évoque le positionnement d'Israël dans ce conflit ouvert entre les deux pays avec lesquels il entretient séparément d'excellentes relations. Ben Shabbat considère qu'en cas d'invasion russe dans l'Est ukrainien et de sanctions que l'Occident pourrait imposer à la Russie, Israël se doit de conserver une position neutre. Mais il reconnaît que l'État hébreu risque de se retrouver le dos au mur et contraint de cautionner la position des États-Unis au détriment de ses relations importantes avec la Russie de Vladimir Poutine. Meir Ben Shabbat estime également que l'Iran pourrait profiter de la situation de chaos dans la région pour poursuivre l'enrichissement de son uranium. Cependant, il considère qu'au bout du compte, le règlement de la crise entre Moscou et Washington pourrait instaurer un ordre nouveau dans lequel par exemple, l'Iran serait contraint de se retirer de la Syrie, ce qui serait bien entendu bénéfique à l'État d'Israël. Revenons justement en Israël avec les derniers développements de la crise sanitaire. Oui, hier soir, lors du journal télévisé de la chaîne 12, le professeur Eran Segal a expliqué à l'aide de données réactualisées et de graphes détaillés pourquoi Israël avait franchi en milieu de semaine dernière, le 25 janvier très exactement, le pic de la 5e vague et que désormais la courbe de Gauss était en train de baisser. Il a également souligné que le seuil fatidique des 1000 malades graves a été franchi en Israël, mais il estime que dans les tout prochains jours, ce nombre devrait également baisser. Le Yediot Ahronoth évoque aussi l'épidémie en première page, mais c'est pour nous indiquer que le ministère de l'Éducation nationale envisagerait de dispenser de tests antigéniques les élèves qui ont été testés positifs. Une des explications est le manque de tests antigéniques et cette dispense intervient sur fond de polémique aiguë autour de la décision de se faire tester 2 fois par semaine pour les écoliers israéliens. Le Israël Hayom a choisi de mentionner en première page un extrait de l'éditorial de son expert sanitaire Ran Rezni qui est moins optimiste que le professeur Segal.
et qui écrit ce matin: l'État d'Israël vit actuellement dans le déni de la Covid-19 et c'est l'ensemble de la population qui risque de payer un tel déni. Et puis le Maariv fait ce matin une révélation intéressante en politique intérieure israélienne. Oui, le quotidien et son site d'information que l'on affirme que l'on assiste actuellement à des tractations entre le gouvernement et les partis orthodoxes qui siègent, vous le savez, dans l'opposition. Un accord pourrait se conclure autour d'une forme de réciprocité. Pendant 6 mois, les partis orthodoxes cesseraient de critiquer le gouvernement israélien. En échange, le gouvernement accepterait de suspendre plusieurs projets de loi qui dérangent profondément le monde orthodoxe, comme par exemple la réforme sur la cacheroute et sur les conversions initiée par le ministre des Cultes Matan Kahana, ou encore la réforme sur l'enrôlement des élèves des yeshivot qui doit d'ailleurs être soumis au vote de la Knesset cette semaine. Après ce délai de 6 mois, les orthodoxes pourraient accepter de voter en faveur du gouvernement, mais cela de l'extérieur, sans rentrer dans la coalition gouvernementale, moyennant des subventions conséquentes pour leur communauté. Cette révélation intervient alors que parallèlement, le Israël Hayom a publié ce matin des informations sur un projet de loi déposé par un député Yesh Atid visant à affaiblir le statut du grand rabbinat d'Israël. Selon le Israël Hayom, ce projet de loi aurait été déposé en coordination avec le ministre Kahana. Et puis nous terminons cette revue de la presse israélienne avec une information étonnante qui nous ramène au JO de Tokyo. Et oui, en effet, c'est le Israël Hayom qui révèle en dernière page ce matin que la médaille de bronze du judoka israélien Sagi Mouki, qu'il a remporté lors de ces Jeux de Tokyo, s'est détériorée de manière assez étonnante ces dernières semaines. La couleur s'est décollée et le judoka a contacté les organisateurs qui lui ont demandé de leur restituer la médaille, cette médaille qui est un peu pelée, on peut dire, et ils ont confirmé que la médaille était déficiente et qu'ils devraient lui renvoyer à Sagi Mouki une nouvelle médaille de bronze.